De Mogadiscio au cœur de la Somalie, bonsoir Noël. Ça y est, nous sommes passés et j'ai envie de pousser un grand ouf de soulagement, tant cela a été dur. Rappelez-vous, il y a 7 jours, nous nous demandions comment sortir du Kenya. Par l'Ouganda, très difficile, par l'Éthiopie, encore plus difficile. Nous avons définitivement opté pour la corne de l'Afrique, par la Somalie. C'est un véritable exploit. Il n'est pas facile d'entrer dans ce pays fermé, habituellement fermé aux touristes, et nous avons réussi à le faire. La semaine a été particulièrement difficile pour les raiders, 1400 km, dont 900 de pistes dans un piteux état à cause de la pluie. Mais dans l'ensemble, nous en sommes bien sortis. Simplement, nous avons failli ne pas être au rendez-vous tout à l'heure. Nous arrivons en direct de la brousse et pour ne rien vous cacher, nous n'avons même pas eu le temps d'aller prendre une douche. Mais rassurez-vous, nous restons avec vous pendant 1 heure pour vous présenter les tout derniers reportages des raiders. Bonsoir à vous Didier, bonsoir à vos 10 raiders. Nous sommes extrêmement heureux ici à Paris de savoir que vous êtes bien parvenus à cette étape de Mogadiscio en Somalie où nous vous attendions. Je vous propose d'examiner le classement de la semaine dernière. Vous allez vous apercevoir depuis maintenant 3 semaines que nous sommes ensemble qu'il y a des lanternes rouges. Les lanternes rouges, ce fut d'abord TMC avec l'accident survenu aux jeunes filles, ce fut ensuite la SSR et de nouveau TMC qui est dernière de l'étape que nous vous avons présentée la semaine dernière. Alors il n'y a pas d'inquiétude à se faire puisque vous le savez, la règle de notre grand raid est assez stricte puisque elle oblige une équipe qui serait dernière pendant 3 semaines successives à être remplacée par la réserve. Voilà donc pour les détails, mais on vous retrouve avec beaucoup d'impatience, Didier, maintenant, à Mogadiscio pour savoir dans quel état vous êtes parvenu à cette ville-étape. Oui, je voudrais vous la présenter un peu, Noël, cette ville-étape. Je vous le disais, nous sommes à Mogadiscio, en Somalie, aux portes de l'océan Indien. C'est assez émouvant pour nous de retrouver l'océan Indien en venant tout à fait du sud de l'Afrique. Mogadiscio, c'est une ville assez extraordinaire avec beaucoup de mélanges d'architecture qui toutes témoignent de différentes influences étrangères. On pourrait parler de Mogadiscio en disant que c'est une ville sous influence. Dès le Xe siècle, entre les Arabes et les Perses, au XVIIe siècle, l'influence du sultanat d'Oman, puis le sultanat de Zanzibar, au XIXe siècle, la présence italienne. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Somalie va aux Anglais. Il faudra attendre l'année 1960 pour voir l'État indépendant de Somalie se créer. À l'époque, et pour des raisons économiques, l'État se jette un peu dans les bras de l'URSS. Puis en 1969, c'est le coup d'État militaire dirigé par Sayed Barre, aujourd'hui président de la République de Somalie. En 1977, c'est la guerre froide. On renvoie 6000 conseillers soviétiques dans leur doux foyer. Et puis c'est la guerre aussi avec l'Éthiopie qui mine économiquement la Somalie, qui reste un pays très pauvre. Sachez que plus de 500 000 réfugiés ont fui la région de l'Ogaden pour venir s'installer en Somalie. Un poids économique terrible pour ce pays. Alors, comment s'est passée la semaine, Noël? Sachez qu'elle a été très dure, très rude, et que nous avons eu beaucoup d'avatars. Lundi, à Nairobi, une véritable descente à la station-service du centre. 7 voitures et un camion déshydraté jusqu'au fond des réservoirs. De l'essence, de l'essence. Il faut prendre son élan jusqu'à la frontière somalienne. Pas une seule pompe sur le trajet. Pour Jean-Pierre Coppens, l'un de nos 2 mécaniciens, les pistes entraîneront une consommation plus importante, le régime moteur étant plus élevé. Cela pourrait approcher les 16 litres au 100 km. Réservoir ouvert pour la grande soif. Valse des chiffres, des shillings. C'est plein. Mais non, vous pouvez encore en mettre. Les bons d'essence, les explications. Oui, nous venons du sud de l'Afrique. Non, nous ne passons pas par l'Ouganda. À l'avant du camion, notre Père Noël mascotte qui nous a ouvert la route pendant les fêtes. Une dernière cigarette avant l'épreuve. Dernier clin d'œil, dernier sourire en coin, avec quelque part au fond des yeux le regret de quitter Guy Garibaldi. Il est parti repérer la suite du voyage en Asie. Bon courage Guy et à bientôt. Dernier préparatif, beaucoup de questions sans réponse et d'allure faussement tranquille. Enfin, les difficultés vont venir. J'ai l'impression qu'elles vont venir. Ça te fait peur un peu la Somalie? Non. Quand ça te fait peur, toi? Non, absolument pas. Absolument pas. Non, non, ça n'aura pas. Les mitraillettes d'un côté, la mer de l'autre. Dis pas de coca. Tu sais que la région est troublée? Très troublé, oui, il y a beaucoup de troubles. En fait, comme Pierre God l'expliquait, lorsque les frontières sont droites, évidemment, c'est signe qu'il
qu'il y a de la guerre parce que c'est des frontières totalement artificielles et ça divise des clans. Et là, c'est le clan Somalie qui est divisé entre le Kenya et la Somalie. Et on traverse une région qui est vraiment pas sûre. C'est une zone dangereuse. Une fois sortis de Nairobi et après quelques heures seulement, les premières difficultés. Plus de route, mais une piste. Vitesse incontrôlée des poids lourds, flaques d'eau. Nous avons failli être emportés par une vague de boue lorsqu'un camion nous a dépassés. Un petit conseil, ne laissez jamais votre fenêtre ouverte. Il y a un camion qui a doublé la voiture. Alors voilà. Un gentil camion avec une grosse remorque. L'intérieur aussi, hein. Pas mal, hein? Ambiance grand raid. Les raiders ont l'habitude d'aller très vite, mais pour une fois, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que nous allons continuer notre convoi avec une escorte militaire. Ces personnes que vous voyez armées vont nous amener jusqu'à la frontière somalienne et surtout nous protéger. De qui? Des brigands et des bandits qui attaquent régulièrement les véhicules pour essayer d'obtenir de la nourriture, pour essayer aussi d'obtenir des biens et surtout de l'argent. C'est la première région menacée et troublée que traverse la caravane du raid. Les militaires s'agitent autour des camions, questionnent, interrogent et veillent à ce qu'on ne les filme pas. Ici, monsieur, tout est tranquille, passez votre chemin. Et de nouveau, la piste et les flaques, mais chaque fois plus rapprochées, plus grandes, plus menaçantes. Hésitation, prévision, Jean-Pierre Coppens tente un premier passage. L'aventure se termine très vite. Un peu plus loin, la voiture d'Antenne 2 essaye de se frayer un chemin au milieu des arbres. Le sol est détrempé, la voiture s'élance, patine, s'arrête, rien ne passe. Les minutes commencent à compter. Seul devant la route, René Raguenès réfléchit, calcule et envie sans doute les troupeaux que rien n'arrête. Nous décidons de faire passer en premier le camion qui remorque l'équipage Télé Monte Carlo. Les roues maîtrisent les profondeurs, cela passe, vient notre tour. Avec Benoît, nous nous laissons tirer dans la boue. Au bout de cette corde, toute notre semaine est en jeu. Les rendez-vous, le passage de la douane, les heures de piste calculées au plus juste, le rendez-vous avec Paris aujourd'hui à partir de Mogadiscio. Notre salut dépend du camion. L'espoir revient en quelques minutes, juste avant que notre dépanneuse s'embourbe à son tour. Alors René, on va s'en sortir? Je pense que ça va être dur. Ça va être très très dur parce que là on a 40 cm ou 50 cm de boue. Et tout le chemin est comme ça. On a à peu près 5 km à faire. Il faut tracter toutes les voitures, ça va être très très dur. On risque de passer au moins 2 jours. Très très pénible. Tout notre convoi est bloqué. Il est 15 heures, température extérieure 40 degrés. René creuse, enlève des kilos de boue et des litres d'eau. Chaque tentative se solde par un échec. Les roues glissent sur les grilles et chaque fois le camion s'enfonce un peu plus. Le châssis est maintenant collé à la boue. Avec les raiders, nous allons essayer de dépanner le camion. Il n'y a absolument aucun autre passage possible. Au moyen des pelles, des grilles de désensablage et de leurs mains, ils vont, pendant plusieurs heures, extraire la boue, canaliser l'eau, placer des branches de bois sous les roues. Nouvelle tentative, nouvel échec. Il n'y a plus qu'une solution, vider le camion. Les roues de secours, les pare-buffles, ampoules électriques, amortisseurs, radiateurs, tubes, moteurs de rechange. Après plus de 5 heures d'immobilisation, le camion accroche enfin sur les grilles et sort de la boue. De nouveau les interrogations, par où passer? À certains endroits, l'eau arrive jusqu'au pare-brise. Sans le camion, c'était le retour sur le Kenya. Enfin, arrivé à Liboy, poste frontière du Kenya. Le camion d'essence est bien là. Ultime ravitaillement avant de s'élancer à nouveau à travers la Somalie. Nouvelle halte, étonnante celle-ci, thé et spaghettis en pleine brousse. Où cela se passe-t-il? Au poste frontière somalien, monsieur. Vous savez, les Italiens sont partis d'ici il y a quelques années seulement. Nous sommes en Afrique, très loin, mais on roule Fiat et on mange spaghettis. Des étranges souvenirs que laissent les colonies. De la Somalie, c'est quelques visages beaux, sereins, superbes. De la Somalie, c'est quelques chameaux. Le pays vit sur eux. Ici, le calme. Au nord, la guerre contre l'Éthiopie. Laissez-nous le temps de découvrir ce pays encore très fermé. Notre semaine a été dure. Pour la première fois depuis notre départ, c'est-à-dire après 10 000 km, soit le quart de notre voyage autour du monde, nous allons franchir la ligne qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Regardez bien, voilà, c'est fait.
Cela veut dire concrètement que nous passons de l'été à l'hiver et comme vous pouvez le constater, cela entraîne quelques modifications quant au comportement des raideurs. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il fait nettement plus frais ici, ce qui fait que nous devons fermer blouson et mettre la capuche. Voilà pour notre premier passage de l'équateur. Bien entendu, nous le refranchirons une seconde fois dans 5 mois, si tout va bien, lorsque nous passerons de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, c'est-à-dire lorsque nous passerons de l'été à l'hiver. Bien, nous allons maintenant présenter le jury qui est chargé de vous noter cette semaine, messieurs et mesdames. Nous commençons par le Canada avec Jean-Louis Boudou qui nous présente son invité. Mon invité ce soir est Louise Baudouin, qui est diplomate et qui représente le Québec en France, une représentation qui existe depuis 20 ans. Notre juré permanent d'Antenne 2 pour la France, Bruno Albin, nous présente son invité. Eh bien, notre invité, c'est Jean-Yves Terlin, qui n'a pas été trop impressionné en écoutant tout ce que lui disait Didier Régnier il y a un instant, parce que lui-même a connu quelques déboires dans la course de la route de la découverte, en faisant un grand soleil. Remis de vos émotions? Oui, bien sûr. Oui. Sophie Eke, vous nous présentez votre invité que les amateurs d'aventure connaissent déjà. Et on est content de le retrouver, c'est Marc de Hologne, lauréat de la course autour du monde 82-83, et qui remplit très sagement ses obligations militaires. Ah ben oui, mais d'ailleurs c'est grâce à la course que j'ai réussi à obtenir le poste de réalisateur au service cinématographique de la force terrestre. J'y apprends tout d'ailleurs, avec le grand architecte Godefroy. Ah mais je crois savoir, et je suis certaine de mon renseignement, que tu nous prépares quelque chose de très très original. Oui, ben c'est un spectacle qui mélange le cinéma, le théâtre et la chanson. Bien, Okay. Merci Marc. José Sacré, vous nous présentez un invité que nous connaissons bien en France et que nous aimons beaucoup. Oui, Patrick Ségal, sa vie aurait pu être brisée et il a décidé de la vivre comme une aventure et c'est ce qu'il fait depuis quelques années. Son pays, on peut dire que c'est le monde. Il arrive là du Cambodge. Patrick. J'arrive du Cambodge et d'Afghanistan où je suis allé tourner un film avec Jean-François Cuisine, un ancien concurrent de la course autour du monde. Comme quoi, les anciens concurrents et les jurés se retrouvent quelque part. Bien, pour la Suisse romande, Vincent Philippe nous présente un invité que nous connaissons déjà. Nous connaissons, c'est Paul-Henri Arny, qui est actuellement étudiant en histoire à l'Université de Genève, mais qui fut le vainqueur de la course autour du monde 1980-81 et qui en était déjà à l'époque à son 2e tour du monde. Est-ce que vous en faites un 3e? Non, pas pour l'instant. Bien, messieurs, j'espère que vous allez être satisfaits cette semaine parce que vous vous rendez compte qu'il y a des jurés qui ont partagé les mêmes aventures que vous et qui donc vous comprendront mieux, n'est-ce pas Didier ? Absolument. Nous sommes en tout cas contents de les retrouver. Je salue bien Paul-Henri Arny et Marc de Hologne. Voilà, eh bien c'est une émission qui se passe entre bons copains. J'espère que vous n'allez pas trop vous mordre les jarrets, comme on dit, pendant cette heure. On vous écoute, Didier, pour savoir quel est le contenu du film présenté par les concurrents de RTL Télévisions. Oui, Philippe Remaker, c'est Serge Gorielli qui, cette semaine, sont bien entendu au rendez-vous. Qui présente le film ? Alors oui, je vais commencer. La semaine dernière, nous avons été taxés de faire des reportages, des parodies de reportages. Sans blague, on a pu vous dire ça. Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai trouvé ça quelque peu lamentable dans l'idée où on fait pas mal d'efforts pour présenter les reportages de la plus haute qualité qu'on peut, je veux dire, avec le temps qu'on a. Et justement, dans la série des parodies de reportages, il faut s'imaginer que nous sommes à Dar es Salaam, lundi soir à minuit. Alors voilà, l'ultimatum est vendredi à midi, et puis il faut être là pour le plateau. Alors ça nous laisse 3 jours et demi. 3 jours et demi pour faire 10 heures de piste à travers l'enfer tanzanien, 3 jours et demi pour escalader le Kilimandjaro, 3 jours et demi pour espérer de retrouver ces ailes delta dont on a perdu la trace. Alors le risque était grand de rentrer sans sujet. On a choisi de prendre ce risque. Voilà, des candidats, des raideurs qui prennent des risques. Le reportage proposé cette semaine par l'équipage d'RTL, Kili Delta. D'abord, il y a le vent, la course, l'envol, la liberté. Pour être un homme oiseau, j'irai jusqu'au bout du monde. Le delta, c'est toute ma vie, c'est mon évasion. Voilà bientôt 1 an, le rêve commençait à prendre forme. Affronter les thermiques du Kilimandjaro, se gaver de cet espace équatorial sans limite, être maître des courants et des vents africains. Hélas, pas de caméraman. L'expédition ne sera pas immortelle. L'ambassade de France à Dar es Salaam nous avait laissé entrevoir l'éventuelle venue d'une équipe du Grand Raid, mais non. À Kibou, à 4770 mètres, il est 18h. Et là, coup de théâtre. Après une ascension éclair, Serge et Philippe, candidats du Grand Raid, rattrapent 2 jours de retard et nous rejoignent. Les caméras sont là. Les bras, les jambes ne répondent plus. Des saignements de nez, des vomissements, un mal de crâne horrible. Pourtant, il va falloir se lever à minuit
pour atteindre le sommet vers 6 heures. Le Kili restera dégagé pendant plus de 2 heures. Passé 8h30, il restera prisonnier des nuages. Et maintenant 100 mètres. 100 mètres encore. Jamais j'aurais cru ça si dur. Aucune difficulté technique, pourtant seule l'altitude. Puis l'évasion, la delta-évasion, la suprême sensation du super trip. 5000 mètres de descente sans obstacle, une des plus belles dénivellations au monde. Après 4 jours de marche et d'approche, 3 mois d'entraînement en équipe. Voilà, l'équipe spéciale Grand Raid est là pour vous au sommet du Kilimandjaro. Nous allons vivre cette première expédition française qui va s'envoler en El Delta du Kilimandjaro. J'ai près de moi Dominique Cruciani, qui est un des participants justement à cette expédition. Je voudrais savoir, je crois que vous n'êtes pas les tout premiers à tenter cette expédition. Non, il y a déjà eu une expédition australienne effectuée par Limois et puis une autre expédition par Rudi Kichazi. Ces deux expéditions étaient parfaitement bien préparées. Elles étaient assistées par des hélicoptères, donc il n'y avait pas de gros problèmes pour effectuer ce vol. Ils avaient une très grosse assistance. Nous, on va faire ça avec aucune assistance. On va essayer de décoller du Kili et puis d'aller se poser là où on peut, en essayant d'éviter les zones où il y a une trop forte concentration d'animaux sauvages. Je serais fatigué pour partir, j'ai beaucoup de mal à monter. Je manque de souffle. On est aux alentours de 6000 mètres, on a très peu d'oxygène. On a besoin d'énormément courir très vite au départ pour pouvoir avoir une portance et pouvoir décoller. C'est le problème qu'on rencontre à cette altitude. Vous voyez, je m'essouffle en parlant à peine. Alors l'oxygène va nous aider à récupérer et avoir toute la pêche nécessaire pour pouvoir décoller. Et oui, tout marche. Les harnais sont sanglés, les ailes sont profilées, les toiles sont tendues comme des pots de tambour. Il est 8h30. Dominique s'élance le premier. C'est good. Ouais. Cái này đem đi. Lên lên lên. Ra cái tàu. Dia dah gitu lah ibu dia dia. Ada? Tapi. Ça a été Dominique? Ça a été, ouais. On a passé une couche nuageuse. C'est orageuse, on a eu chaud, mais c'est ok là. Pas de problème, c'est gagné. Le Kili, c'est ok. Voilà, vous êtes applaudis par des jeunes messieurs qui participent aujourd'hui à l'émission et ainsi chaque semaine nous aurons quelques jeunes qui aiment l'aventure, qui malheureusement ne peuvent pas la mener comme vous parce que vous avez beaucoup de chance. C'est le résultat du succès de notre émission et surtout de votre travail, du rêve que vous nous procurez. Alors Patrick Segal, une question à propos de ce sujet. Oui, j'ai une question, c'est que je n'ai pas vu beaucoup d'Africains dans le film et j'aurais voulu savoir comment les gens du pays ont accueilli ces ailes delta, ces grands cerfs-volants qui descendaient d'une montagne qui est peut-être une montagne sacrée. J'aurais voulu savoir si chez eux, d'un seul coup, c'était quelque chose d'extraordinaire ou si au contraire c'était une profanation. Oui, je crois que ça se voit plus ou moins à la fin du film où on voit les libéristes atterrir dans un champ près d'un village Maasai. Et là, les gens le regardent avec curiosité, quel est ce grand oiseau arrivé du ciel. Bien, écoutez, on va maintenant procéder à la notation de votre sujet, en commençant par le Canada. 13. 13 aussi. La France. 11.
15. La Principauté de Monaco. 13. 12. La Suisse romande. 16. 15. 108 points. Quelle est votre réaction? Je dois dire qu'on est quand même assez déçus, peut-être en particulier du jury français, parce que c'était une première française. Alors j'aurais espéré qu'ils soient un peu plus fiers de leur libériste. Ah ben alors là vous les piquez au vif, surtout Bruno. Non, mais moi je suis pas piqué au vif du tout, mais il faut savoir si on applaudit les gens qui font de la planche à voile ou si on applaudit les gens qui font le reportage sur la planche à voile. Il est très bien votre reportage, c'est pas ça, on vous a pas mis 0, on vous a mis 11. Oui, c'est très gentil à vous, merci. Mais... Et Jean-Yves Terlin a mis beaucoup mieux, il vous a mis 15, je crois. Ah, mais je remercie Jean-Yves Terlin, mais je crois que je pense à Bruno Albin. Je n'avais pas entendu la notation de Jean-Yves Terlin, merci. Je voudrais savoir si Bruno Albin a déjà monté. Je voudrais savoir si Bruno Albin a déjà monté à plus de 5500 mètres d'altitude. Ça c'est une bonne question, Bruno. Non, mais bonne question. Alors, personnellement, non. Et nous nous sommes dit en regardant votre reportage avec mon camarade Noël Mamère que vous aviez quand même du mérite parce que vous n'aviez pas de régie d'hélicoptère. C'est-à-dire que vous n'aviez personne pour vous offrir l'hélicoptère. Non, moi, on n'a pas toujours les moyens de me faire offrir ça, l'hélicoptère. Oui, mais c'est ce que veut vous dire Bruno, chers amis. C'est qu'effectivement, on essaie de tenir compte de l'absence de moyens que vous subissiez en tout cas, et c'est vraiment très bien ce que vous avez fait quand même. Oui, d'autant plus qu'il nous reprochait de toucher à des sujets qui d'habitude nécessitent beaucoup d'argent. Bien. En tout cas, merci beaucoup pour la notation de Bruno Albin. Moi, je trouve quelqu'un qui note un film comme ça, qui n'est jamais monté à 5500 mètres d'altitude, eh bien, ça vaut même pas la peine qu'il nous juge. Là, je vous trouve quand même un peu dur. Vous avez de la chance, vous avez tous les jeunes de votre côté. Mais écoutez, allez, je ne peux pas monter à 5500 mètres en étant en France. Il faudrait que j'aille en Afrique. La prochaine fois que j'irai au Kilimandjaro, j'essaierai d'en faire autant. Voilà, on va clore ce débat pour l'instant, bien sûr, et passer maintenant au deuxième sujet, au deuxième film. J'espère, Didier, qu'il provoquera autant de conflits et de débats. Apparemment, pour le moment, l'équipage canadien est nettement plus calme, Noël Mamère. Qui présente le reportage d'aujourd'hui? Oui, alors, qu'est-ce que je pourrais dire Moi, je déteste les conserves, Didier. D'après moi, c'est le symbole du prêt à jeter, de la rapidité et de l'efficacité à tout prix. Ça contient pas toujours des bonnes choses. C'est dur, c'est froid, c'est en métal. Et puis en plus, au point de vue esthétique, c'est pas très, très attirant. Francis Lévesque? Moi, je vois pas qu'est-ce que tu trouves de si répugnant aux conserves. Je veux dire... Moi, je trouve ça pas si mal. C'est une économie de temps, c'est une économie d'énergie. Ça se prépare un peu de temps et puis ça nécessite presque pas de préparation. Et puis, comme le nom l'indique, ça préserve le contenu et ça le fait durer longtemps. Oui. Moi, d'ailleurs, avant d'arriver à Dar es Salaam, le pire cauchemar que je pouvais imaginer, la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de me faire mettre moi-même en conserve. Mais je dois avouer que depuis Dar es Salaam, je change un petit peu d'idée, quoi. Alors vous voyez qu'avant même que la discussion s'engage avec les jurés, les Canadiens discutent entre eux. Mais ils ont quand même réussi à produire un reportage cette semaine intitulé « Sachez vous contenir ». Conteneur, c'est une grosse boîte en métal. Une grosse caisse. Où on transporte des marchandises ou bien pour les déménagements des meubles. Oui. Quelque chose ça se transporte en bateau généralement. Le container, c'est aussi un phénomène relativement récent qui fait perdre contenance aux autorités de certains ports démodés. Vous voyez, ce container est rempli de ciment et de peinture et pour moi, il est le symbole de la situation économique de l'Afrique. L'Afrique exporte du café, du coton et manque d'argent pour acheter des produits manufacturés. Les églises missionnaires y entreposent leur nourriture, leurs matériaux de construction et leurs produits manufacturés. Si bien que des gens sérieux discutent d'une réalité nouvelle, la conteneurisation de l'Église. Alors, pour moi, c'est un peu ambigu, ça. Parce que le conteneur, finalement, permet de vivre en Afrique comme on vit en Europe. Il suffit de le remplir de frigos, de machines à laver, de machines pour faire la cuisine, et on vit en Afrique exactement. Donc, le conteneur peut me couper de la population. Ou bien, au contraire, le conteneur,
est au service des habitants avec lesquels je vis, avec lesquels nous vivons. Je pense que pour ici, en Tanzanie, ce n'est pas l'idéal. Les conteneurs sont prévus pour l'Arabie Saoudite pour un climat sec. Mais ces quelques inconvénients ne suffisent pas à décontenancer le contenerisateur averti. On peut également aménager des équipements comme ça en chambre froide, en bloc opératoire, en cuisine, en salle de restaurant. Et alors je crois aussi pour moi le conteneur, ce qu'il y a c'est l'impression du provisoire. Un conteneur, on le prend, on le met sur un camion, on se déplace. C'est la vie nomade d'aujourd'hui et je pense que j'aime la vie nomade et puis je mène une vie de nomade. C'est pourquoi j'aime les conteneurs. Oui, j'ai vécu dans un conteneur, dans un endroit magnifique et de la porte du conteneur, je pouvais voir tous les matins le Kilimandjaro et la nuit, la lune au-dessus du Kilimandjaro. Donc pour moi, la première fois où j'ai vécu dans un conteneur, c'était très très beau. Alors, ce que j'ai senti en vivant dans un conteneur, c'est une espèce de sentiment de sécurité. Donc toute la journée, on réagit avec des gens, on rencontre du monde. Et puis alors là, le soir, tranquillement, on peut être vraiment seul avec soi dans un conteneur, avec un sentiment de sécurité. Pour moi, c'est ça, que j'ai l'impression d'un nid. T'as vu, moi j'ai dit conteneur. Toi, tu as dit conteneur. D'accord? On peut dire les deux. En général, en français, c'est celui-là. C-A-I-N-E-R, d'accord? Qui sait? Il n'est peut-être pas si loin le jour où ce sera un plaisir pour tous de se faire mettre en boîte. Sujet plein d'humour qui mérite une question de Vincent Philippe. Oui, c'est un sujet qui est marrant, mais on aimerait savoir qui c'est ce personnage, celui qu'on voit le plus souvent, qui donne un peu l'unité à votre sujet finalement. Oui, d'ailleurs, c'est une erreur de notre part. Ce bonhomme nous a beaucoup aidés. Il s'appelle Bernard Joannet. C'est un psychiatre qui est maintenant depuis 17 ans à Dar es Salaam et qui connaît pas mal la région. Eh bien, on va procéder maintenant à la notation. Une notation qui commence par la France, antenne 2. Eh bien, 15. Pour l'architecture, 17. RTL. 17. Humour, 16. TMC. 15. 15. SSR. 13. 16. 124 points. Bien, Didier, maintenant, nous vous écoutons pour le troisième film. Pour vous situer le décor, je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, mais je vous rappelle que nous sommes au bord de la fontaine qui se trouve dans la cour de la mairie de Mogadiscio. J'avoue que les raideurs prennent un certain plaisir à se trouver enfin au bord de l'eau. Nous en avons manqué pendant 8 bonnes journées lorsque nous étions sur les pistes. Et nous retrouvons Guylaine et Christine. Qui présente le film? C'est moi qui présente le film. Alors nous, on était au Kenya et on a voulu traiter un film sur les animaux. Et puis justement, les animaux, je peux vous en parler parce que Guylaine et moi nous sommes fait dévorer par des sortes de chenilles, les pupas. Et alors c'est vraiment une catastrophe, des brûlures vraiment presque au 2e degré, quoi. On peut voir? Alors oui. Non. Ça ne se montre pas. Je dois dire que plusieurs raideurs ont été atteints dans la caravane. Alors nous avons foncé sur l'animal qui nous impressionnait le plus. Alors Guylaine en avait peur. Moi, je trouvais ça un peu répugnant. Mais pour faire un reportage, on est prêt à tout. Alors vous allez voir ce reportage. Le mystère reste entier quant à la présentation du reportage de Télé Monte Carlo. Son titre, en tout cas, est assez évocateur. Vous avez dit poison. Cet homme que j'interviewe, vous l'avez compris, c'est un éleveur de serpents, Jonathan Nyeke. Sa ferme se trouve près du lac Baringo, au Kenya. Les hommes qui sont chargés de recueillir le venin exercent un métier à haut risque.
Quand ils rentrent dans cette cage, ils y côtoient 12 serpents dont la morsure est mortelle en 15 minutes. Pour les immobiliser, il faut leur coincer la tête sous une étroite fourche de façon à bloquer leur respiration. L'extraction du venin doit alors être la plus rapide possible pour ne pas asphyxier l'animal. Fermement tenu, le serpent plante ses crochets dans un verre. Il faut alors presser les poches à venin à l'intérieur de la bouche pour en expulser le poison. Les quelques gouttes recueillies de ce Black Mambo suffiraient à tuer 200 personnes. Mais heureusement pour ceux qui entrent dans les cages, les serpents ne mordent que quand on leur marche dessus ou quand ils se sentent très menacés. Tous les serpents que M. Lyoké possède ont été capturés au Kenya et parfois même aux alentours de la ferme par des collecteurs Maasai qu'il paie pour chaque prise. J'ai été piqué 3 fois par des serpents. J'ai failli mourir, mais je m'en suis sorti. Le tout, c'est de ne pas avoir peur. Topafada est là depuis 1 an, mais c'est un cas exceptionnel car les serpents ne survivent généralement pas plus de 6 mois à la captivité. Le poison est alors conservé sur place. Il se cristallise en 3 jours dans une cloche sous vide, puis il est stocké dans des petites bouteilles. Ces petites bouteilles représentent le prix du danger de plusieurs semaines. Elles ont maintenant une valeur marchande et sont envoyées dans des laboratoires médicaux en Europe. Chaque gramme de poison vaut environ 100 $. Ainsi, des millions de gouttelettes mortelles seront transformées en sérum antipoison qui sauveront bien des vies dans ces régions d'Afrique. Mais il faut souligner qu'alors que le Kenya exporte du venin, il n'importe que très peu de sérum. Monsieur Iclé a tellement de mal à s'en procurer qu'il le fait venir secrètement d'un autre pays d'Afrique. Écoutez bien maintenant. Alors, on commence par le Canada. 12. 13. Antenne 2. Mon option pour la note, c'est 12. 14. RTL. 15. 12. Et la Suisse romande. 14. 13. 105 points. Ah, 105 points pour le moment. Vous êtes les dernières réactions. Vous n'allez pas être J'ai très déjà content. entendu ça. J'ai déjà entendu cela quelque part, Noël. Oui. Vous Moi avez aussi. un peu jeté du poison à cette émission, mais enfin, je sais pas, j'espère qu'on va quand même s'en sortir. On verra bien. Non, mais c'est marrant qu'avec des applaudissements, on soit quand même dernière. C'est pas mal pour l'émission, mais enfin. Mais vous je savez crois que je crois que ceux qui applaudissent ne notent pas. Bah, tout le monde a applaudi, figurez-vous, y compris ceux qui notent. Ah, c'est bien. C'est simplement Alors, pour le jour où ils encourager votre applaudiront travail. pas, qu'est-ce que ça va donner? Écoutez, mademoiselle, on va maintenant suivre le 4e film qui nous est présenté par Didier. Oui, nous rejoignons maintenant Laurent Chomel et Roland Théron, les coéquipiers d'Antenne 2. Le reportage. Alors le reportage, Dar es Salaam, ça a été pour nous assez difficile, d'abord dans le choix du sujet. Toutes les tentatives qu'on avait tombaient à l'eau. Ensuite, on a trouvé, finalement, on s'est décidé... Cette saison. Hein. Ah, c'est vraiment de saison. Donc on a filmé quelque chose et ça n'a malheureusement pas été enregistré. Donc il a tout fallu recommencer, on avait le moral à zéro. En plus, Roland est tombé malade, il a fallu que je fasse le film seul. Ça a été assez difficile, mais j'avais l'autorisation de filmer dans un asile psychiatrique. Cette autorisation a finalement été refusée. Donc il a fallu que je m'introduise en douce, que je fasse semblant d'avoir l'autorisation pour pouvoir filmer. En fait, bon, les malades ont été vraiment super. Ça a été eux les mieux, enfin. Bon, ça donne un film que j'aime beaucoup et vous allez voir. Je ne sais pas ce que les jurés en pensent, Moi aussi, mais j'aime bien. Ça s'appelle La Chaise, je crois. Un petit malin, Laurent Chomel, effectivement, le reportage signé exclusivement Laurent cette semaine, puisque Roland était malade, La Chaise. Mon frère, j'aimerais tant être à ta place. Depuis que tu es parti, il manque quelqu'un au village. Professeur à Dar es Salaam. Tu te rends compte? Je suis fier de toi. Je pense souvent à toi quand je marche au bord de l'océan. J'imagine un peu ta vie en ville, comme un rêve, comme je t'aime.
Ouma, professeur au petit village de Moa, est venu à la ville pour enseigner. Il voulait changer sa vie, devenir riche, enfin. La chaise, voyage au pays de la folie, présenté par Laurent Chomel. Question de Paul-Henri Arny. Oui, d'abord, j'aimerais juste dire que c'est un film que je trouve très beau, très bien fait, très pudique, et où le commentaire a bien fait d'être absent, parce que le film n'en a que plus de poids. Bien, Laurent, on va vous noter maintenant pour votre sujet sur la chaise. On commence par le Canada. 14. 15. RTL Télévision. 14. 14. TMC. 17. 17. SSR. 18. De 17. Apparemment de très bonnes notes qui vont donner le résultat suivant que vous allez entendre de la voix de Roger Bonjon. 126. 126 points, ça me paraît pas mal du tout. Oui, effectivement.
Oui, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment compris en fait le film. C'est pas tout à fait un film sur la folie, c'est aussi quelque chose sur les gens qui partent et qui espèrent beaucoup, qui espèrent sur l'avenir et en fait qui sont complètement déçus parce que en Afrique il y a beaucoup de gens qui partent de la campagne pour aller vers la ville et il s'avère que la ville en fait c'est pas du tout ce qu'ils espéraient. Donc je crois qu'il y a vraiment une méconnaissance totale du problème. Je crois que nous l'avions compris aussi, Laurent. Nous l'avions compris. Maintenant, on vous écoute, Didier, pour le 5e et dernier sujet. Oui, j'espère que la ligne va tenir jusque-là. En tout cas, cela vous montre à quel point les conditions dans lesquelles nous travaillons sont précaires. Et cela, j'espère, vous fait réaliser qu'à chaque fois, les techniciens réalisent un véritable exploit en nous mettant en connexion entre Paris et le bout du monde. Le dernier équipage, c'est l'équipage turbulent de la caravane, les Suisses. Bravo. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bon, en ce qui concerne notre film au Kenya, j'aimerais dire que nous avons voulu éviter les sentiers battus, sortir des sentiers battus justement, éviter le Kenya touristique. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Le jury va apprécier. Oui, certainement. Et pour ce faire, nous nous sommes rendus au nord du Kenya, aux abords du lac Turkana, où habite une tribu assez étrange et sur lequel planent des légendes assez étranges. Alors ce n'est ni une fiction, ni un reportage, ni un documentaire, ni quoi que ce soit. Nous avons simplement voulu mettre en image cette légende. Tu en as envie? Oui, un petit bout, je veux bien, oui. La journée a été longue. Et bon, ce film pour montrer que... tu me déranges, là. Qu'en fait, les légendes ne sont pas uniquement faites pour les enfants et ne sont pas uniquement le pur produit de l'imagination. Oui, et puis il faut reconnaître aussi que nous avons eu beaucoup de difficultés pour arriver à cette fameuse tribu, car nous voulions partir en auto, nous n'avons pas pu, les voitures étaient impuissantes à la route, nous avons dû prendre un avion. Tu nous expliqueras les raisons de ces points rouges tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Bon, ni une légende, ni un reportage, ni un film de fiction. Les Suisses vont tromper l'ennemi cette semaine. Le titre de leur film, de leur légende, La princesse du bout du monde. Venue du bout du monde, une vieille légende africaine résiste à l'assaut du temps. Chants et danses incarnent ces croyances divines que la civilisation n'efface pas. Les dieux furent cléments et généreux. Ils peuplèrent la planète d'animaux, les hommes se munirent de lances et de harpons. L'éternelle loi du plus fort, la lutte pour la survie, le loup et l'agneau. Les lacs regorgèrent de poissons, l'homme utilisa fils et hameçons. De tout temps, le peuple El Molo perpétue ses gestes ancestraux sans jamais en modifier leur signification. La tribu ne compte qu'une poignée d'habitants. Le petit village de Hutte repose sur un sol volcanique hostile, interdisant toute culture. Jamais les El Molo ne songèrent à quitter leur terre. Ils y sont profondément attachés et y vivent en harmonie parfaite. L'isolement ne les angoisse pas, au contraire, ils s'en accommodent. Une tradition veut qu'un El Molo n'ait de rapport qu'avec un membre de sa tribu. La race n'est donc pas menacée, mais la population diminue tous les ans. Comme pour soulager la tribu de ces maux, la légende raconte qu'une fois l'an, une femme de la tribu donnera naissance à une princesse.
International Queens of Beauty. Africa's Queen of Beauty is Miss Kenya. Nchi ya Kenya ambayo ina milima, ina bahari, ina mashamba makubwa na watu wa kila nchi na makabila mbalimbali ambao wanaishi humu Kenya. Hao watu wa makabila mbalimbali wana kila mtu lugha yake, lakini sote tufahamu Kiswahili. So humo tuna malaki mengi kama Lake Victoria, kisha Lake Turkana ya pili. Huko Lake Turkana tuna watu ambao waitwa kabila kidogo yaitwa El Molo. Les danses se poursuivront ainsi, éternellement, afin que la légende ne meure pas. Question de Louise Baudouin sur cette princesse d'un jour. Oui, tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai beaucoup aimé ce reportage dans un premier temps. Et ensuite, malgré le fait que cette dame nous dise qu'elle ne veut pas dire si elle est originaire ou non de ce village, je me demande si vous l'avez su au bout de la ligne, si elle était originaire ou non du village. Je pense qu'elle l'a répondu elle-même à la fin du film. Elle a dit que toute légende devait avoir son secret. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop âgé pour croire encore aux légendes. Donc voilà, on a bien compris quoi. Hein, on a bien compris. On ne le saura pas. Eh bien, vous garderez votre secret. En revanche, ce qui n'est pas un secret, c'est votre anniversaire, Alain Margot. Bon anniversaire. Merci, merci. Oui. Je vous souhaite. Vous voyez que le jury vous aime bien. Bon, mais oui. Mais il y a une chose, j'ai attrapé une petite allergie ici depuis quelques semaines. J'espère que ça va changer. Je suis tout d'un coup allergique au jury. Aïe. J'ai cru que j'étais piqué par la mouche tsetse, mais non, j'ai des taches un peu partout. J'espère que ça va changer, espérons, car c'était quand même le jour de mon anniversaire. C'était terrible pour moi. Terrible. Bon, eh bien... Alain Margot entièrement recouvert de points rouges. Écoutez maintenant la notation de ce jury, justement, en commençant par Radio-Canada. On va voir si ça vous donne des boutons. 16. 16. La France. 14. 16. RTL Télévision. 16. 18. TMC. 13. 13. 122. 122 points, ça n'est pas si mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. J'espère que ma maladie va guérir avec ça. Je sens qu'elle guérit déjà un peu. En tout cas, je dois dire qu'il y a déjà plusieurs cas de contagion. Ça commence chez moi, là. J'avais pas ça au début de l'émission, ça commence chez moi, là. Serge Corielli est atteint de boutons et je dois dire que moi aussi, d'ailleurs. Alors, il faut faire vite. Il faut vite rendre l'antenne avant qu'il y ait une épidémie sur ce plateau. Mais justement, c'est à vous de la garder, Didier, parce que c'est maintenant vous qui donnez les points de bonification. Or, comme ça a été une étape très difficile, la conduite a dû certainement beaucoup compter. 20 points pour Antenne 2, 25 points pour tous les autres équipages, Canada, Suisse, Luxembourg, et puis le dernier équipage, Télé Monte Carlo. Eh bien, voici venu le moment important, celui du verdict pour vous, mesdemoiselles et messieurs les raideurs, à l'issue de cette 4e semaine de votre périple. Voici donc le classement. Premier, SRC. Deuxième, SSR. Troisième, Antenne 2. Quatrième, RTL Télévision. Et cinquième, Télé Monte Carlo. C'est très important pour vous, mesdemoiselles, car depuis 2 semaines, vous êtes en dernière place. Il faudra donc vous rattraper lors de la prochaine étape si vous ne voulez pas que l'on fasse donner la réserve. J'espère que vous allez vous défoncer. Noël Mamère, j'ai justement Guylaine Merlan à côté de moi et effectivement nous voyons repoindre à l'horizon de gros nuages, Guylaine. Oui, on a 130 points, on est à 3 points des précédents, enfin de ceux qui sont avant nous. Et je trouve que le règlement devient à ce moment-là un peu dérisoire parce qu'en fait, on a eu les applaudissements de tout le monde.
on est dans un mouchoir de poche vers la fin, d'accord, mais enfin tout le monde semble satisfait et je trouve qu'il y a un petit hic là quand même. T'es pas de mon avis? On est tout juste, tout juste. Bien sûr que non, il y a un règlement et le règlement s'applique en toutes circonstances, même si vous êtes à la dernière place à quelques petits points de vos prédécesseurs. Mais c'est la règle du jeu, il faut bien en fixer une, même si vous êtes très bonne. Rassurez-vous, pour commencer à connaître un peu Guylaine et Christine, elles ont du ressort et je crois que tout se passera beaucoup mieux la semaine prochaine, Noël. Oui, mais enfin... Oui, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Noël, je suis d'accord, le règlement, c'est le règlement, mais enfin, quand c'est bon, je trouve que ça devient un peu dérisoire quand même. D'autre part, quand tu fais remarquer au début de l'émission qu'on est encore une fois dernière, ben, de toute façon, il y aura un dernier à chaque fois. Alors, si tu nous sers cette réflexion toutes les semaines, ça va devenir lassant, tu sais. Non, mais je le prends comme ça vient, je comprends ton amertume, et tu as raison. En même temps, c'est vrai que vous êtes tous vraiment très bien, que vous faites des choses que l'on ne pourrait peut-être pas faire nous-mêmes. On sait le reconnaître, mais il faut fixer une règle, je le répète. En tout cas, je suis sûr que la semaine prochaine, je ne te rabattrai plus les oreilles avec ces encore dernières et tu n'auras plus de boutons. Il y a de la contestation dans l'air. Et c'est normal, c'est normal. Bon, je vous propose d'écouter le classement général maintenant, puisque la liaison semble bien revenue. Alors, premier, RTL, deuxième, SRC, troisième, Antenne 2, quatrième, TMC, Mademoiselle, et cinquième, la Suisse romande. Alors Didier, maintenant, vous allez vous apprêter à repartir pour une nouvelle étape qui va vous conduire à quel endroit? Et oui, Noël, nous repartons vers le nord de la Somalie. Il y a énormément de kilomètres encore à parcourir et je crains bien que l'étape que nous venons de réaliser ne soit pas forcément la plus dure qu'ait eu à connaître le raid. Après les problèmes de pluie météorologique, nous allons maintenant retrouver des problèmes d'une autre nature, Pierre God. Oui, là, notre optique, c'est de sortir vers le nord, de sortir sur Djibouti. Il y a 2000 km, ça paraît rien quand c'est du goudron. Effectivement, on a 1600 km de goudron, mais après 400 km complètement infernaux pour la mécanique. Ça va être dur pour les mécaniciens. Donc, je ne pense pas qu'en une semaine, c'est notre gros problème, c'est d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Pour avoir rendez-vous dans une semaine, on ne tiendra pas les 1600 km plus 400 km infernaux. Donc, rendez-vous, c'est Hargeisa. Le problème, vous connaissez les difficultés de radio-téléphone, de connexion. Hargeisa, c'est difficile. Je ne sais pas si on pourra faire la connexion. D'autre part, il y a d'autres difficultés après la saison des pluies, après les embourbements, le goudron, mais les problèmes frontaliers avec l'Éthiopie. Vous connaissez les problèmes de la guerre de l'Ogaden. Les nouvelles sont très mauvaises en ce moment. Il y a eu un certain nombre d'attaques, dit-on, sur le front nord de l'Ogaden. Nous devons passer par là. Bien sûr, nous aurons une escorte, mais ça va nous changer notre rythme et nous ne sommes plus complètement indépendants. Rythme d'une escorte, rythme des couvre-feux. Est-ce que nous serons la semaine prochaine à Hargeisa? Est-ce que nous aurons une ligne téléphonique? C'est le gros problème, Didier. Encore beaucoup de suspense en l'air, Noël Mamère, vous pouvez le constater. Ce que nous savons pour le moment, c'est que nous allons partir très vite de Mogadiscio pour rejoindre le nord avec beaucoup d'incertitudes, croyez-moi. Et beaucoup d'impatience de notre part pour vous retrouver la semaine prochaine, en tout cas avec tout le jury et nos invités qui se retrouveront là chaque semaine. Nous vous souhaitons une très bonne route et nous sommes persuadés que nous vous retrouverons tous en pleine forme la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt, Noël Mamère. Bonsoir.